Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Ludovic Savariello, coach professionnel et écrivain formé aux neurosciences et à la PNL. Il a fait du cerveau son terrain d'investigation après plusieurs épreuves personnelles difficiles. Dans son dernier livre, paru aux éditions Robert Laffont, Votre cerveau, fournisseur officiel de bonheur, Ludovic nous donne le mode d'emploi de cet organe, qu'il qualifie volontiers de chef d'orchestre, tant pour sa puissance que pour sa complexité. Il nous explique comment en faire un véritable allié au service de notre bien-être et de notre épanouissement. On aborde ensemble comment la qualité de notre vie impacte le bon fonctionnement de notre cerveau et pourquoi il est essentiel de veiller à entretenir un environnement positif pour que notre cerveau se mette lui aussi au service de notre vie. Car comme le dit si bien Ludovic Savariello, faites du bien à votre cerveau, il vous le rendra. Je vous souhaite une très belle écoute. Ludovic, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast et d'échanger avec toi. Moi, je suis très content d'échanger avec toi aussi, puis de faire partager cet échange à tes auditeurs et tes auditrices. Super. Alors Ludovic, aujourd'hui on va parler d'un organe très important pour notre bien-être et notre santé, c'est le cerveau. Et aujourd'hui je pense que tu vas nous partager des clés de son fonctionnement, en référence notamment à ton livre qui est passionnant, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Votre cerveau, fournisseur officiel de bonheur, que tu as publié aux éditions Robert Laffont. Donc je suis ravie qu'on puisse parler de ça et que tu puisses nous partager tous les enseignements que tu as acquis ces dernières années. Eh bien, merci pour ton invitation, en tout cas. Alors, pour commencer, Ludovic, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent et nous expliquer pourquoi tu t'es intéressé au cerveau ? Alors, je me suis intéressé au cerveau à la base parce que j'ai fait une rencontre quand j'avais 14 ans de quelqu'un qui m'a marqué, qui s'appelait Jacques Mayol, qui est en fait un apnéiste qui avait inspiré Luc Besson, qui a fait Le Grand Bleu. Et en fait, moi, j'ai rencontré le vrai Jacques Mayol, qui a été le premier être humain à descendre à plus de 100 mètres en apnée. Et à l'époque, quand je l'ai rencontré, j'avais 14 ans, et lui m'avait dit, tu sais Ludo, on fait tout avec ça. Alors bien sûr, il me montrait son cerveau, enfin sa tête. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'effectivement, Jacques Mayol, c'est un peu comme dans le film Le Grand Bleu, il avait pas du tout de carrure, il était pas grand, il était plutôt maigre, et en fait, on s'imaginait mal comment un tel être humain pouvait descendre si profond en apnée. Et donc il m'a dit, c'est toute la différence, elle est là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui a été déterminant. Je pense qu'il a laissé une petite graine dans ma tête, justement. Et puis, donc, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur. Donc, j'ai fait une formation à la base, scientifique. Et puis, pendant 20 ans, j'ai créé des sociétés. Dans ces 20 ans de création d'entreprise, j'ai eu deux grands problèmes dans ma vie. Donc, un, lors de mon enterrement de vie de garçon, où ça s'est terminé par un enterrement tout court de mon témoin, qui est mort dans mes bras le jour de mon enterrement de vie de garçon. Et ça a bouleversé ma vie. Mais j'en ai pas forcément pris conscience. Mon cerveau a bugué à partir de là, et ce bug, il a duré 7 ans, et ça m'a amené à faire un accident, parce que j'allais trop vite, j'essayais de profiter de la vie à 500%, et ça m'a amené contre un mur, c'est imagé, mais j'ai eu un accident, et qui m'a laissé dans un lit pendant 1 an, et j'ai fait 2 ans de rééducation avec 1 an de chaise roulante, voilà. Et à partir de là, je me suis remémoré de ce que m'avait dit Jacques. Je me suis dit, bon, lui, il arrivait à descendre à plus de 100 mètres en apnée avec son cerveau. Moi, si j'arrive à marcher un peu plus vite que ce que ont prévu les médecins, ça serait pas mal. Et donc, c'est à partir de là que mon histoire avec le cerveau a commencé, en fait. Et en bon ingénieur, je me suis posé la question de savoir s'il y avait finalement une notice d'utilisation, on va dire, de cette machine qui contrôle toute notre vie, hein, parce qu'en fait, le cerveau, c'est lui, grâce à lui qu'on pense, qu'on agit, qu'on réfléchit, et même mieux, d'ailleurs. C'est tout l'objet de mon livre. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de notice d'utilisation.
Et donc, un bon ingénieur, je me suis dit, bon, ben, s'il y en a pas, je vais essayer de faire au moins les premières pages. Les premières pages avec comme objectif de sortir du lit plus tôt, en fait, de marcher plus tôt. Et donc, je me suis un peu intéressé à ce qui se faisait un peu dans le monde entier. Et puis, en fait, j'ai commencé à appliquer 2-3 techniques. Et ça a divisé mon temps de rééducation par 2. On avait prévu que je reste 2 ans dans un lit. Je suis resté qu'1 an dans un lit, grâce à mon cerveau. Et donc, j'ai remercié Jacques à titre posthume, parce qu'à l'époque, il était déjà plus là. Et puis j'ai continué ensuite, j'ai voulu continuer à faire cette notice d'utilisation de ce cerveau. J'ai aidé des amis au départ, j'ai vu que ça marchait. Dans mes entreprises, j'avais créé aussi une start-up avec des sportifs de haut niveau. Ces sportifs de haut niveau m'ont posé la question de savoir si je pouvais les aider. Ça marchait. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, stop, t'arrêtes, c'est super, je vais faire que ça. Donc les entreprises que j'ai créées, je les ai vendues. Et ça fait depuis maintenant 10 ans que j'accompagne donc des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des artistes, sous en fait finalement le thème unique qui est on a plein de potentiel, ok, notre cerveau a un super pouvoir, ok, mais encore faut-il bien savoir s'en servir pour justement pouvoir bien en profiter, tout simplement. Super, et je crois que le pari a été bien rempli. C'est en cours. Du coup, si on s'intéresse justement au cerveau et à son fonctionnement, donc déjà, toi, tu le désignes comme chef d'orchestre. Et dans ton livre, tu as cette phrase-là que je vais te lire, tu dis que c'est réducteur de penser que le cerveau, c'est juste un organe de mémoire et d'intelligence et que c'est bien plus. Qu'est-ce qui se joue dans le cerveau? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est si important pour notre santé, notre bien-être? En fait, il se joue tout. C'est-à-dire que, en fait, lorsque vous pensez, c'est lui. Lorsque vous êtes pessimiste, c'est lui. Lorsque vous êtes optimiste, c'est lui. Lorsque vous êtes stressé, c'est lui. Lorsque vous agissez, prenez des décisions, c'est lui. Lorsque vous vous sentez pas bien dans votre peau, c'est lui. Lorsque vous êtes super motivé, c'est lui. Lorsque vous êtes en burn-out, c'est lui. Lorsque vous avez des croyances qui vous empêchent d'avancer ou des croyances même qui vous boostent, c'est lui. Donc tout votre perception de ce qu'on a aujourd'hui, on vit dans une période un peu compliquée. La perception qu'on a de la réalité, la façon dont en fait on perçoit les choses, c'est lui. Il y a des gens qui perçoivent le verre à moitié plein, d'autres le verre à moitié vide. C'est encore lui. Donc il contrôle toute notre vie, tout simplement. Et c'est quoi un cerveau qui fonctionne bien du coup? Un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau déjà qui ne bug pas. Alors, bien sûr, le vocabulaire que j'emploie, ce sont des images, bien entendu, des images qui, en fait, associent ou essaient d'associer notre organe, le cerveau, à une machine. Bien entendu, ce cerveau, cet organe fabuleux, est bien plus fort qu'une simple machine, mais ça permet de comprendre les choses. C'est pour ça que j'utilise ces images-là et ces métaphores-là. Mais pour répondre à ta question, en fait, un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui bug pas. Ça veut dire quoi, un cerveau qui bug pas? Eh bien, c'est un cerveau qui fonctionne correctement. Alors, c'est quoi un cerveau qui fonctionne pas correctement? Lorsqu'on est fatigué, qu'on est trop stressé, qu'on a des problèmes d'attention, de concentration, de sommeil, de burn-out, d'anxiété, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qu'on peut vivre au quotidien qui est aujourd'hui un fléau, ça, c'est ni plus ni moins un cerveau qui bug. Donc, un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qu'on utilise bien pour éviter tout ce qu'on vit, tout ce qu'on subit au quotidien, que je viens de lister, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça amène quand même un nouveau paradigme parce qu'on voit bien qu'un cerveau en bonne forme, ça influe sur notre qualité de vie. Mais ce que tu exposes aussi largement dans ton livre, c'est que la qualité de notre vie influence aussi la qualité et le bon fonctionnement de notre cerveau et que notre environnement et notre corps et nos émotions de manière générale sont cyclés pour que notre cerveau fonctionne bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Alors, oui, et avant de t'expliquer pourquoi, je vais juste reprendre ce que tu viens de dire de façon plus générale. Souvent on dit, oui, votre cerveau, il a de super pouvoirs, c'est super, génial, on va utiliser 100%. Déjà, ce qu'un neuromythe, on utilise 100% de ses capacités à la base, hein. Pas 10%, voilà, on utilise toutes ses capacités. Mais il faut mieux l'utiliser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent on nous dit effectivement le cerveau, il a super pouvoir, mais encore faut-il bien l'utiliser pour pas qu'il bug. Ça, c'est le premier point, c'est ce que je viens de dire. Et le deuxième point que tu viens d'apporter, c'est qu'il faut aussi savoir que notre cerveau est très sensible à nos environnements. Et que ce soit un environnement positif ou négatif, ça va impacter le fonctionnement de notre cerveau. Alors très concrètement, puisque c'est des exemples que tu demandes, aujourd'hui, on est dans un monde où on est soumis à une infobésité qui est permanente.
On se lève le matin, on est bombardé par les informations, et toute la journée, on est bombardé par les informations. Ça, une conséquence directe sur le fonctionnement de notre cerveau. Ça génère du stress permanent. Et ce stress permanent, ça amène un stress chronique, et ça le fait bugger. Les angoisses, les anxiétés, les problèmes de sommeil et tout ça, c'est en partie dû à des environnements qui sont négatifs. Je donne l'exemple d'une infobésité, c'est qu'un exemple, mais je peux en citer plein. Un environnement qui est beaucoup trop stressant d'un point de vue professionnel, où il y a une pression qui s'applique de façon constante et on va dire de façon constante tous les jours et de façon quotidienne. Le cerveau, au bout d'un moment, il déraille. Ça fait le burn-out. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, les environnements, autre exemple, on a souvent tendance à travailler, les entreprises où on est en open space. Le cerveau, lorsque vous êtes en open space, il est, même si vous n'en avez pas conscience, il est en fait en train de tester et d'analyser systématiquement toutes les sollicitations qu'il y a à l'extérieur, tout autour, un bruit, un claquement de porte, quelqu'un qui parle, un téléphone qui sonne, même si tu n'en as pas conscience, alors je dis vous parce que je parle aussi à tes auditeurs, mais même si vous n'en avez pas conscience, lui, il passe son temps à mouliner pour analyser tout ça. Et ça, à la fin de la journée, c'est épuisant. Donc, il y a effectivement des environnements qui sont plus, on va dire, bénéfiques que d'autres pour notre cerveau. Naturellement, et je compare, mais c'est très, on va dire, caricatural ce que je vais dire, mais c'est pour que les gens comprennent. Naturellement, un environnement où on se balade dans la forêt avec les petits oiseaux qui chantent, ça paraît plus positif que un bureau en open space, d'accord, où on entend tout le bruit ce qui se passe dans les bureaux, plus la circulation à l'extérieur, les klaxons et tout ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin de sortir Polytechnique pour comprendre ça. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on en a même plus conscience de ça. C'est-à-dire, c'est tellement devenu une habitude que finalement, on subit uniquement les conséquences de ces mauvaises habitudes. Ou de choses qu'on essaye de nous imposer aussi, parce que malheureusement, il y a des gens qui vont travailler dans open space, ils n'ont pas le choix. Mais déjà qu'on prend conscience de ça, on essaye de mettre en place des petites adaptations pour faire en sorte que ça aille mieux. Il y a vraiment, en fait, en t'entendant, je me dis, c'est vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire, je mets des conditions favorables pour que mon cerveau fonctionne bien, et il va me le rendre en me permettant aussi d'avoir une bonne qualité de vie, parce qu'il va bien fonctionner. Et ça fait un peu une boucle comme ça, vertueuse, en fait. Oui, et aujourd'hui, on subit plus un cercle vicieux, et l'idée, c'est passer du cercle vicieux au cercle vertueux, et des fois, il faut pas grand-chose. C'est ce que j'explique dans le bouquin. Des fois, il faut faire juste un petit pas de côté. Déjà, le petit pas de côté, c'est d'en prendre conscience. Lorsqu'on prend conscience qu'il y a quelque chose qui nous stresse, lorsqu'on prend conscience que c'est un environnement qui nous fatigue, lorsqu'on en prend conscience, eh ben même si je garde l'exemple de l'open space, on va peut-être pas garder que celui-là pendant tout le podcast, mais moi, il y a un fil directeur. Si on prend conscience que c'est l'open space qui nous stresse, déjà, il va y avoir peut-être un aménagement du temps de travail en demandant, ça l'est possible depuis le Covid aujourd'hui, de faire du télétravail. Alors des fois, le télétravail, c'est pire qu'au boulot, hein, parce que ça dépend dans quelles conditions on est à la maison. C'est sûr que si on est à la maison, on n'est pas au calme. Je reviens toujours aux sollicitations négatives liées au cerveau. Mais bon, un exemple. Deuxième exemple, en prenant conscience que c'est l'open space qui stresse, qui est bruyant, ça va nécessiter peut-être des pauses plus courtes, mais plus régulières dans la journée. Justement pour vider le cerveau de toutes ces sollicitations qu'il a eues pendant les phases de travail. Et donc, de prendre conscience en faisant ce petit pas de côté, ça amène un petit plus, on va dire, dans les habitudes, et c'est ce petit plus dans les habitudes qui permet de passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Parce que, forcément, en faisant ça, on commence à se sentir mieux. Si on commence à se sentir mieux, on n'a plus envie de ressentir ce qu'on avait ressenti il y a quelques jours auparavant. Donc, on va être plus vigilant à ça. Et donc, on va rajouter petit à petit des choses en plus. Et c'est comme ça que du cercle vicieux, on passe au cercle vertueux. Dans le cas de l'open space, je pense aussi à la contagion émotionnelle, parce que quand on a les collègues autour, on a aussi leurs émotions, en fait. Et il y a toutes les émotions négatives qui peuvent aussi impacter le cerveau, j'imagine.
Totalement, parce que notre cerveau, c'est comme un radar, il analyse tout ce qui se passe autour. Alors, on n'en a pas forcément conscience, parce que ça me permet d'introduire deux choses, ce qu'on appelle le fonctionnement inconscient du cerveau et le fonctionnement conscient. Là, vous êtes en train d'écouter le podcast, eh bien, il y a l'analyse de ce que je suis en train de dire, ce qu'on est en train de dire ensemble, c'est le fonctionnement conscient de votre cerveau. Mais en parallèle, votre cerveau fait des tâches dont vous n'avez pas conscience. Si vous êtes en train d'écouter le podcast avec le casque sur la tête et que vous êtes dans le bus ou dans le métro, le fonctionnement inconscient de votre cerveau va gérer à la fois la posture de votre corps, parce que c'est lui qui donne des ordres aux muscles, mais va aussi gérer le fait qu'il vous fasse penser au fait de sortir au bon arrêt de métro ou de bus. Et peut-être qu'il va vous faire aussi gérer quelque chose que vous êtes en train de faire en parallèle. Si vous écoutez le podcast en même temps que, je sais pas, vous êtes en train de cuisiner, c'est votre cerveau qui vous fait cuisiner en même temps que vous fait écouter le podcast. D'accord ? Bon. Eh bien, toutes les tâches dont vous n'avez pas conscience, c'est-à-dire tous les ordres que donne le cerveau à votre corps, notamment, eh bien, ça, c'est le fonctionnement inconscient. Donc, il y a deux types de fonctionnement dans le cerveau. Il y a le fonctionnement conscient et le fonctionnement inconscient. Et les gens pensent à tort que ça se vaut. C'est archi faux. Tous les neuroscientifiques sont d'accord sur le fait de dire que le fonctionnement inconscient est beaucoup plus important que le fonctionnement important en termes de quantité que le fonctionnement conscient. Je vais donner un pourcentage, mais personne n'est d'accord dessus. Donc, mais par contre, tout le monde est d'accord que c'est à peu près ça. Moi, je dis 90% d'inconscient, de fonctionnement inconscient pour 10% de fonctionnement conscient. Donc le rapport, il est là. C'est un rapport neuf. Et donc, pourquoi je dis tout ça ? C'est que toute la journée dans un bureau, tu parlais de décharge émotionnelle, d'émotions, mais ton cerveau va analyser tout ce qui se passe autour, mais tu n'en auras même pas conscience. C'est en tâche masquée. Mais quand tu vas arriver le soir qu'il a bugué, cette fatigue, ce stress, problème de sommeil, ça sera les conséquences du bug et de toutes les sollicitations qu'il aura subies dans la journée et pour lesquelles tu n'auras pas conscience. C'est ce que j'ai dit quand je me suis présenté en disant « J'ai perdu mon meilleur ami qui est mort dans mes bras le jour de l'enterrement du garçon. J'ai bugué, mais j'en avais pas conscience. Et ce bug, je l'ai subi pendant 7 ans. » C'était le fonctionnement inconscient de mon cerveau. Jusqu'au jour où je me suis planté. Et quand je me suis retrouvé dans mon lit, allongé dans un lit, alors j'avais 3 boîtes et que j'étais 3 entreprises et que j'ai passé mon temps dans l'avion à me balader d'une entreprise à une autre, là je me suis dit, il va falloir que tu réfléchisses à savoir ce qui t'a amené dans cet état-là. Et là, c'est le fonctionnement conscient qui a pris le relais en disant, bon, maintenant il va falloir analyser l'histoire, quoi. Inconscient, mais toutefois avec des effets qu'on arrive à mesurer. Parce que tu m'évoques la fatigue, le burn-out, c'est des choses très visibles, très palpables en fait. Oui, alors on arrive à les mesurer, mais des fois on n'en comprend pas l'origine. C'est-à-dire qu'on sait que c'est là, mais on sait pas pourquoi c'est là. Le pourquoi c'est là, c'est parce que le cerveau a bugué, il faut comprendre pourquoi il a bugué, parce qu'on l'a mal utilisé. Et c'est tout le but du livre, en fait. Le livre, si je dois le résumer, c'est finalement le manuel d'utilisation du cerveau, quoi, de ton cerveau, quoi, de notre cerveau. En sachant faire des choses simples qu'on ne nous a jamais apprises, encore moins à l'école, et qu'on devrait apprendre à faire à l'école avant d'apprendre à lire, à compter. Ça nous servira toute notre vie. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai lu dans ton livre, et je trouve que c'est un exemple intéressant sur le fait que le cerveau bug et qui peut vraiment se détériorer physiquement, et tu cites l'exemple des personnes qui souffrent de dépression, et dans ton livre, tu expliques qu'on arrive à voir que leur hippocampe, donc cette petite partie dans le cerveau, elle se réduit, elle fonctionne moins bien, elle se réduit. Donc on arrive aussi à mesurer que notre cerveau physiquement change quand on n'est pas bien, quand on n'est pas en santé. Oui, alors ça c'est valable dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, il change quand on n'est pas bien, mais il change aussi quand on est bien. Les deux sont valables. Mais effectivement, alors aujourd'hui, on a à disposition des moyens techniques et technologiques que l'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans, notamment les IRM fonctionnels. Une IRM fonctionnelle, c'est en fait un appareil qui a la capacité de voir le cerveau fonctionner en live. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un dans l'IRM et puis on lui demande de penser à quelque chose, ou de faire quelque chose, et on voit l'évolution. Parce qu'avant, on avait juste une photo, un instant T du cerveau. Aujourd'hui, on voit le cerveau qui travaille.
Et donc, on s'est aperçu, notamment, il n'y a pas que ça, mais notamment grâce à ces moyens, qu'effectivement, quelqu'un de dépressif, bon, avec une dépression qui dure, ben effectivement, il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Alors, on appelait ça l'hippocampe parce que ça a la forme vraiment du poisson, l'hippocampe qu'on voit sous la mer. Et en fait, on s'aperçoit que il a diminué de volume. A contrario, et donc là, c'est l'exemple de quand ça va bien. Je donne l'exemple aussi dans le livre. Les taxis londoniens, lorsqu'ils passent leur examen, ils sont encore en Angleterre à passer un examen sans le GPS. Donc ils doivent connaître le nom des rues par cœur et donc ils ont le GPS en tête. Cette partie notamment qui gère la mémoire, qui gère surtout la relation entre le nom et où ça se passe dans l'espace, c'est en partie l'hippocampe. Ces gens-là, à contrario, ils ont un hippocampe surdimensionné. Donc notre cerveau, il a cette capacité, si je fais le parallèle avec un ordinateur, il a cette capacité de s'adapter en fonction de ce qu'il vit dans son environnement. Si je fais le parallèle avec un ordinateur, lorsqu'on achète un ordinateur, typiquement, moi j'achète un ordinateur, bon, il a une carte graphique, il a un microprocesseur, il s'avère que moi j'utilise mon ordinateur uniquement pour faire du traitement de texte, du tableur, enfin, j'utilise quasiment pas la carte graphique, je fais pas de jeux vidéo, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis pas derrière mon ordinateur à faire des jeux vidéo, ça me plaît pas. Donc, ma carte graphique, elle sert à pas grand-chose, on va dire, à part de temps en temps regarder un film. Bon. Si je fais le parallèle avec le cerveau, eh bien, le cerveau, lui, c'est comme un ordinateur, mais si tu utilises plus souvent la carte graphique, lui, il va augmenter la taille de la carte graphique. Si tu utilises plus le microprocesseur parce que tu es sur du traitement de texte ou des choses comme ça, il va augmenter la taille du microprocesseur. Ce qui n'existe pas sur un ordinateur. L'ordinateur, quand tu l'achètes, tu fais avec les moyens qu'on t'a donnés, quoi. Là, lui, notre cerveau, c'est la seule machine sur cette planète qui est capable d'adapter les composants qu'il y a à l'intérieur en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Alors, ça peut être une utilisation positive comme négative. On a pris les deux exemples opposés entre la dépression. Effectivement, il y a un composant qui se rabougrit un peu comme une plante qui fane et qu'on a mal arrosé, ou à contrario, des composants qui prennent plus de place, voire même qui s'adaptent. Quelqu'un fait un AVC. L'AVC, c'est un accident qui se passe dans le cerveau. Malheureusement, dans l'AVC, il y a des zones du cerveau de temps en temps qui peuvent être détériorées. Donc, qui dit détérioré, qui dit ne fonctionne plus. Et qui dit ne fonctionne plus, dit, par exemple, si c'est la zone liée au langage, des gens, suite à un AVC, ils n'arrivent plus à parler. Et qu'est-ce qui se passe à force de rééducation? Le cerveau va se mettre à côté, utiliser une zone qui d'ailleurs n'était pas du tout utilisée pour le langage, eh bien il va se la réapproprier pour pouvoir remettre le langage dans cette zone-là, le composant d'à côté. C'est extraordinaire, cette capacité. Et ça, c'est le seul organe qui est capable de faire ça. Et on a coutume de dire que le cerveau, c'est le seul organe qui ne s'use pas lorsqu'on l'utilise. Bien au contraire. Et c'est tellement vrai. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle la neuroplasticité, parce que tu désignes cette recomposition-là. Oui, exactement. On pensait il y a quelques années, enfin il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, que le cerveau c'était un organe figé, il bougeait pas, et on s'est aperçu notamment grâce aux moyens dont j'ai parlé, l'IRM fonctionnel, que finalement c'est tout le contraire. C'est un organe qui a des capacités qui sont extraordinaires, vraiment. Enfin, en tout cas aujourd'hui qu'on a du mal à expliquer, quoi, en tout cas. Ça me fait penser d'ailleurs cette notion-là de circuits neuronaux qui vont se créer. Est-ce que c'est aussi valable pour notre perception du bonheur à long terme ? Est-ce que quelque part le cerveau va aussi créer des nouvelles connexions qui vont faciliter, je sais pas, la résilience émotionnelle, notre capacité à voir les choses de manière positive et de manière durable dans le temps ? Alors, pour répondre à ta question, il y a quand même plusieurs facteurs liés à la réponse, mais pour faire simple, sans être trop simpliste. C'est ce qui est pas simple. On s'aperçoit quand même que des gens qui voient naturellement le verre plein plutôt qu'à moitié vide sont des personnes qui ont un schéma mental qu'ils reproduisent régulièrement, comme une habitude en fait. Je me sens concerné par cet exemple-là. Je te donne un exemple. Ma femme me dit, mais tu t'es jamais posé la question quand tu te gares de savoir si tu vas trouver une place. Je trouve toujours des places.
Toujours. Et en plus, je vais à un endroit où c'est toujours la galère pour se garer. Moi, j'ai même des amis qui disent non, mais on n'y va pas parce que impossible. Mais moi, je me suis jamais posé la question de savoir si j'ai trouvé une place ou pas. Jamais. J'ai toujours cet optimisme, ce verre plein. Et alors, dans les faits, oui, je trouve des places. Et peut-être des fois que je les trouve pas, mais je regarde un peu plus loin. Mais ça m'a pas marqué. C'est-à-dire que même quand il y a quelque chose de négatif qui m'arrive, je trouve le bon côté du négatif. Par exemple, si un jour je trouve pas de place, que je dois aller marcher à 10 minutes, je me dis, tant mieux. Allez, tu auras fait ton sport. Mais finalement, dans les faits, c'est que je ne retiens que ça. C'est une façon de faire. C'est un schéma mental. Alors, on l'a ou on l'a pas, ça c'est une idée fausse. C'est-à-dire qu'on peut le cultiver. Parce que qui dit schéma mental dit quoi? Si on regarde encore le cerveau, et on le regarde d'un point de vue purement fonctionnel, lorsque moi je pense positif, si on regarde mon cerveau, on va s'apercevoir qu'il y a un chemin neuronal, un peu comme un chemin lumineux qui va s'allumer, et des neurones qui vont se connecter les uns par rapport aux autres. D'accord? C'est un chemin, c'est une façon de voir. Je le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le cerveau, il aime bien les habitudes. C'est-à-dire que quand il a pris le chemin, qu'on lui a montré le chemin plusieurs fois, au bout d'un moment, il prend le chemin tout seul. C'est une habitude. Et moi, je lui ai fait prendre l'habitude de prendre ce chemin-là. A contrario, vous avez des gens qui, eux, verront toujours le verre vide. Mais ils ont pris notre chemin. Ils ont pris une habitude. Alors, comment passer d'un chemin où on voit tout, on voit le verre vide, au chemin où on voit le verre plein? Ça s'apprend, tout simplement. Et ça, je donne des exemples bien concrets dans le livre. Je vais en citer un. Mais en donnant ces exemples-là, en fait, finalement, on donne de nouvelles habitudes au cerveau. On lui montre un nouveau chemin neuronal. Alors, la première fois, c'est pas simple, parce que c'est nouveau. La deuxième fois, c'est un peu plus facile. La troisième fois, c'est encore un peu plus facile. Et au bout d'un moment, ça vient comme une habitude. Un peu, vous savez, parce que, en fait, c'est un fonctionnement ensuite qui devient inconscient. Un peu comme on apprend à faire du vélo. Au début, c'est compliqué, on tire la langue, il faut mettre les pieds bien sur les pédales, il faut bien tenir le guidon, il faut passer en plein de choses et on n'y arrive pas. Aujourd'hui, si on sait faire du vélo, on réfléchit plus. C'est automatique. C'est la même chose, cette transformation-là, de comment voir le verre vide pour passer à un verre plein. C'est une transformation qui est progressive et qui doit se faire par la répétition pour que ça devienne une habitude. Donc concrètement, un exemple que je donne dans le livre, je demande, moi, aux gens, et notamment l'exemple que je prends, c'est toujours des exemples personnels. J'ai demandé à mes enfants, quand ils étaient petits, à la fin de la journée, le soir, on se couchait, qui me fasse sur un bout de papier avec un stylo, je vais expliquer pourquoi, qui me marque 2 ou 3 choses qui étaient positives dans leur journée. Alors bien sûr, quand j'ai commencé, ils étaient secs. Voilà, il y a rien du tout. Je posais la question, j'ai l'impression que je leur demandais un truc du style la théorie de la relativité restreinte. Ou ils se rappellent pas. Et incapable. Et puis alors je les aidais. Alors le lendemain, c'était peut-être une chose. Et puis après, c'était au bout d'une semaine, peut-être 2 choses. Et puis après, au bout de 15 jours, 3 semaines, c'était 3 choses. Et puis après, c'était 3 choses tous les jours. Et puis au bout de 1 mois ou 2 mois, c'était automatique. Et il me dit non, mais j'ai plus besoin du papier pour le marquer. Ça y est, je l'ai dans la tête, je la sors tout de suite. Et aujourd'hui, c'est une habitude. Pourquoi le papier et le stylo? Parce que lorsqu'on écrit avec un stylo sur un bout de papier, on déclenche des processus cognitifs qui sont différents dans le cerveau et qui permettent de prendre conscience de certaines choses. Et ça n'a rien à voir avec pianoter sur son téléphone en prenant des notes. Donc, c'est pour ça que souvent dans le livre, je dis voilà, papier, stylo, vous notez. Et donc, c'est une habitude. Alors au début, vous allez être sec. Mais ça va se faire petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Alors, c'est un début. Il y a d'autres choses aussi que l'on peut faire. Et donc, on éduque de nouveau son cerveau à fonctionner différemment. Et comme il est totalement adaptable et qu'il sait très bien s'adapter, il va comprendre que finalement ça fait plus de bien que la version le verre vide. Et au bout d'un moment, on prend du plaisir à ça. Et comme on prend du plaisir à ça, le plaisir, c'est une source de motivation. C'est ce qui va finalement guider le cerveau dans ses changements. Et donc, il va rester dans ce type de chemin. Parce que à la fin, il y a une récompense, le plaisir. Oui, on va avoir de la résistance au début. D'ailleurs, je crois que tu citais aussi dans une de tes interviews télé le cas du tabac aussi. Le tabac, c'est une source de plaisir immédiate, mais on sait consciemment que c'est pas bon. Et donc, il faut aussi travailler ses croyances pour se déshabituer.
Alors si je reprends ta phrase, tu as dit on sait consciemment que c'est pas bon, c'est ça? Alors, notre tête nous dit que c'est pas bon de fumer, mais notre corps, quand on reçoit la nicotine, il y a ce côté apaisement immédiat, il nous dit « Ah, mais quand même !» Et ben alors en fait, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fonctionnement conscient et inconscient. Fonctionnement conscient, 10%. Fonctionnement inconscient, 90% d'activité cérébrale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième notion qu'on peut apporter là aujourd'hui pour tes auditeurs, c'est que quel que soit ce que fait votre inconscient, même des comportements négatifs comme par exemple fumer, eh bien votre inconscient, le fonctionnement inconscient de votre cerveau a toujours une intention positive. Je m'explique. Exemple de la fumée. Vous avez plein de gens qui voudraient s'arrêter de fumer et qui n'y arrivent pas. Il se passe quoi? Dans les 10% de fonctionnement conscient, ils se disent, il va falloir que je m'arrête, sinon tôt ou tard je vais y passer. Donc, ils savent que c'est dangereux. Mais, en parallèle, les 90% du fonctionnement inconscient du cerveau, eux, ils ont une intention positive en faisant ça. Exemple, et c'est que des exemples, ils sont pas exhaustifs, mais ils parleront à tout le monde. Par exemple, l'inconscient, le fonctionnement inconscient du cerveau a trouvé que le fait de s'en griller une, ça baissait quasiment instantanément le niveau de stress. C'est un exemple. C'est pas exhaustif, mais ça parle aux gens quand je dis ça. Ou, autre exemple, l'inconscient a trouvé que le fait de s'en griller une, eh bien, ça permet de rendre la personne moins timide. Elle arrivait en fumant, à échanger avec les gens, et ainsi de suite. C'est un exemple. Il n'est pas exhaustif encore, mais bon. Je pense que les gens auront compris. Vous aurez compris. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a une intention positive à fumer. C'est de faire baisser le stress, par exemple. Et quand vous avez 90% du cerveau qui veut pas arrêter, face aux 10% de conscient qui dit il faut que je m'arrête parce que sinon tôt ou tard je vais y passer, ben il se passe que c'est des gens qui n'arrivent pas à arrêter. Ou qui arrêtent des milliers de fois. Mais ça s'appelle pas arrêter de fumer. Ils arrêtent entre 2 cigarettes. Ça s'appelle pas arrêter de fumer. Comment faire pour arrêter de fumer définitivement? Mais il faut que les 90% de fonctionnement inconscient du cerveau, ils trouvent quelque chose d'aussi facile et d'aussi rapide que de fumer une cigarette pour faire baisser le stress. Et qu'il arrête de faire une association, je fais baisser le stress égale je fume une cigarette. Et pour ça, il y a des techniques, et les gens peuvent se faire aider par des thérapeutes, notamment pour permettre au fonctionnement inconscient d'arrêter cette association et de lui proposer autre chose. Une façon, par exemple, de se détendre, de se relâcher, de relaxation, ou autre. Et c'est là où les gens vont s'arrêter définitivement. Parce que s'ils veulent lutter contre 90% du fonctionnement inconscient de leur cerveau, ils n'y arriveront pas. Oui, d'ailleurs, le tabac, c'est un exemple, mais j'imagine que c'est vrai pour les addictions au sucre, pour plein d'autres choses, quoi. Pour les jeux, enfin, pour tout ce qui est addictif et qui procure un plaisir éphémère et imminent, quoi. Exactement. Alors, c'est un plaisir éphémère ou imminent, mais c'est un plaisir qui est associé à un besoin, a priori. Un besoin, donc la fameuse toujours intention positive de l'inconscient. Voilà. Moi, je peux donner l'exemple qui est un exemple personnel que je relate dans le livre. Après, donc, la mort de mon meilleur ami, j'ai voulu vivre à 200 km/h, profiter de tout et tout de suite, bref, de la vie, en ayant peur que ça s'arrête du jour au lendemain, puisque je l'avais vu de facto, effectivement, avec ce que j'avais vécu. Et donc, dans cette phase, on va dire, extrême de recherche de plaisir, je suis devenu addictif au sucre. J'ai développé une vraie addiction au sucre. Je mangeais une quantité de sucre phénoménale, avec des analyses de sang qui étaient dramatiques. Mais en fait, l'intention de mon inconscient, c'était quoi? C'était finalement de m'enlever la peur, de me protéger, de m'enlever cette peur de la mort, tout simplement. Et il avait trouvé que ça, me balancer des shoots de plaisir toute la journée, en intraveineuse, j'ai presque envie de dire, de sucre. Et il avait trouvé que ça. Jusqu'au jour où j'en ai pris conscience, où j'ai fait une thérapie, où j'ai compris ce qu'il recherchait, et je lui ai donné autre chose. C'est souvent comme ça, hein, qu'on sort d'une addiction, alors légère, je parle, parce que des addictions fortes, eh bien, il y a souvent un besoin d'un encadrement, bien sûr, de professionnels. Ça, c'est évident, de santé, ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose aussi, peut-être aussi d'un traitement médical. Et ce traitement médical, sur les addictions, va se porter sur le fonctionnement du cerveau, tout simplement.
pour permettre à l'addiction de progressivement s'estomper et ensuite disparaître. Mais c'est encore lui qui gère les addictions, c'est encore lui qui contrôle tout dans l'histoire. Hein. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques à des addictions, à un dysfonctionnement du cerveau, selon toi? Alors selon moi j'ai une parole qui est quand même limitée. Je suis scientifique de formation, mais je suis pas neuroscientifique. Par contre, j'ai été formé aux neurosciences, mais je suis pas neuroscientifique. Mon boulot, c'est pas d'être dans un laboratoire et étudier le cerveau. Par contre, cette question-là, je me la suis posée, je me suis documenté, et il s'avère qu'aujourd'hui, il a été démontré par des études, pour le coup faites par des neuroscientifiques, que il y a une notion, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que l'épigénétique, c'est quoi? C'est cette capacité au corps humain, un gène, d'être transformé en fonction de notre environnement. Encore une fois, l'environnement fait pression. Bon. Un exemple très concret. Une femme enceinte est soumise à un stress important pendant toute sa grossesse. Ben, il a été démontré que ce stress-là peut être transmis, c'est pas systématique, mais peut être transmis au bébé sous cette forme d'épigénétique, c'est-à-dire que le stress va modifier la formation de certains gènes chez l'enfant, et donc peut-être cet enfant-là sera plus susceptible, plus sensible au stress. Donc ça a été démontré. Donc oui, ce qu'on appelait même avant l'héritage transgénérationnel, bah aujourd'hui ça a une implication et une modélisation scientifique à travers l'épigénétique, notamment. Oui, tout se recoupe en fait avec ces fameux marqueurs épigénétiques. Même quand on dit, par exemple, les gens positifs ont tendance à avoir des enfants aussi positifs, en tout cas qui voient les choses de manière positive. Ça peut aussi être lié à ça. Bien sûr, c'est à la fois cette partie-là, et puis aussi cette notion d'environnement. Oui. Vous doutez, les enfants grandissent avec des parents qui voient toujours le verre plein, ils vont pas comprendre pourquoi autour d'eux il y a des gens qui voient le verre vide. C'est pour ça que ce que je disais au tout début, c'est que on n'apprend pas ça à l'école, et on devrait l'apprendre parce que c'est quelque chose qui va nous servir toute notre vie, à la fois pour nous, mais aussi pour les enfants que l'on va avoir. Ça, c'est une bonne forme de transmission. C'est pour ça qu'ils donnent des cours d'empathie, je crois, maintenant dans certains pays. Je crois que c'est en Norvège normalement, pour apprendre aux enfants à voir les choses différemment. Oui, alors c'est lancé aussi en France, puisque depuis quelques mois, à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelait Gabriel Attal, il était allé faire une visite notamment au Danemark, parce que c'est le premier pays d'Europe du Nord qui a lancé ça il y a plus de 20 ans, sur des cours d'empathie, alors pour toutes les classes, une fois par semaine. Et ces cours d'empathie se sont transformés il y a une dizaine d'années en cours d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire capacité à comprendre l'émotion qui nous traverse, et surtout et aussi l'émotion qui traverse la personne qui est en face de nous. Et ça a été un programme qui a été lancé donc effectivement par le Danemark, qui s'appelle Free for Mobbing, c'est du danois qui veut dire loin du harcèlement. C'est une façon de prévenir le harcèlement. Et donc effectivement cet exemple a été pris, l'expérience du Danemark a été pris en référence pour la France, et les premiers cours ont eu lieu, et aujourd'hui je crois qu'à la rentrée il y aura des cours aussi d'empathie, d'intelligence émotionnelle en France. Alors ça c'est en train de se monter, mais c'est indispensable. Oui, c'est une super avancée, ouais. Super, on comprend bien qu'on a une grande marge de manœuvre, et du coup maintenant j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce qu'on peut faire justement pour booster et avoir un cerveau en pleine forme. Donc tu nous l'as expliqué qu'on peut reconfigurer effectivement ce qu'on vit, et tu dis plus on le stimule, plus il devient puissant, et que notre mode de vie est responsable. Alors, dans ton livre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'axes que tu développes. On pourrait en prendre quelques-uns ensemble qui te paraissent importants. Et surtout, pour ceux et celles qui nous écoutent, la question que je me pose, c'est par où on commence en fait. Parce qu'il y a tellement de choses, effectivement, le sommeil, la nutrition, l'endurance physique. Si on a envie de prendre soin de son cerveau, comment on démarre? Eh bien, on commence par une envie et un besoin. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le changement, votre cerveau, il va le faire s'il y a une forme de récompense et de plaisir. Donc, faut surtout pas commencer par un truc qui vous correspond pas. Il faut avoir un besoin et une envie. Et que ça vous provoque du plaisir. Typiquement, si quelqu'un a des insomnies, il a du mal à dormir et que ça lui pourrit la vie au quotidien, qu'il commence par ça. Si quelqu'un est trop stressé, se dit trop stressé toute la journée, qu'il commence par ça. Si quelqu'un a un problème de motivation dans son travail ou dans sa vie, qu'il commence par ça.
Parce que c'est très simple. Le cerveau a besoin de savoir. Il y aura des efforts à faire, bien entendu, hein. Mais c'est une balance, hein, le cerveau. Il pèse les efforts à mettre en place et le résultat, la récompense. Et c'est une balance entre les deux. Si la récompense est plus importante que les efforts, il va y aller. S'il y a trop d'efforts à faire pour une récompense qui est minime, voire inexistante, il va pas y aller. Donc si je dis à tout le monde, à tous tes auditeurs, allez-y, commencez par le stress, alors pour certains, c'est pas leur cas, ils vont dire, non, ça n'a pas marché. Et c'est vrai, ça ne marchera pas. Parce que il y a une notion de plaisir et de motivation. Donc, commencez par ce dont vous avez besoin. Et ce qui vous ferait le plus plaisir, en termes de changement. Et en termes d'outils ou de mise en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc une fois qu'on s'est dit par exemple le stress. Oui. Alors le stress. L'exemple du stress, il est parlant parce que effectivement, il concerne malheureusement beaucoup de gens. Déjà, première idée fausse, les gens disent le stress c'est pas bon. Ou il y a du bon et du mauvais stress. Les deux affirmations sont fausses. Alors, j'explique pourquoi. Le stress, c'est quelque chose qui est produit par ton cerveau, enfin notre cerveau, et ensuite parcourt tout notre corps, de la tête jusqu'aux pieds comme une vague. Le stress, à la base, c'est utile. Ça permet de réagir vite face à un danger, de mobiliser toutes ses ressources pour donner le meilleur de soi-même. Souvent, lorsqu'on passe un examen, on est en phase d'examen pour les étudiants en ce moment. Si on n'est pas du tout stressé, on donne pas le meilleur soi-même. Si on est trop stressé, on peut bugger et on a des trous de mémoire. L'idée, c'est d'avoir un niveau de stress suffisant pour donner le meilleur de soi-même. Mais à la base, le stress est positif. Si nous sommes toujours vivants sur cette planète, encore au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est grâce au stress qui nous a permis de gérer les dangers, de nous défendre et ainsi de suite. Mais, c'est là le problème, aujourd'hui on vit dans une société où le stress, notre cerveau est sollicité constamment et lui provoque du stress quasiment de façon continue. Et à la base, le cerveau n'était pas fait pour ça. Le cerveau, il est fait pour produire du stress pour un événement, et une fois que c'est parti, par exemple, vous traversez la route, une voiture vous a pas vu et vous l'évitez au dernier moment, ça c'est du stress positif, d'accord? C'est du stress, en tout cas, qui vous permet de réagir au bon moment et vite pour éviter la voiture, et on l'a tous connu, il faut un certain temps pour que ça redescende. Ça va de 10-15 minutes à 2-3 heures, hein, on est encore... bon. Le problème, si vous rajoutez une dose tout le temps, plusieurs fois par jour, le niveau de stress a pas le temps de descendre. Et donc c'est toujours élevé. C'est un peu comme si on était en train de vous injecter un produit dans votre corps, parce que c'est ça en fait, votre cerveau produit une espèce de produit, alors je rentre pas dans le détail, le cortisol, tout, mais c'est le stress. C'est comme si on est en train de vous injecter en continu un truc dans votre corps, alors que c'est fait juste pour 2-3 minutes, pour agir. Et ça, on passe d'un stress, on va dire, qui peut être utile à un stress chronique parce que c'est toute la journée. Et les conséquences du stress chronique, aujourd'hui, sont toutes connues, hein, sur la santé physique et la santé mentale. Et elles sont multiples. Donc, première chose à faire pour, effectivement, faire baisser ce stress-là, déjà, il faut être, je dirais, première étape, c'est de prendre conscience, au moins, dans la journée, de 2-3 choses qui vous stressent de façon continue et de façon régulière tous les jours. Je dis pas qu'il y a que 3 choses. Je dis que déjà, il faut commencer par quelque chose. Donc, 2-3 choses. Voilà. D'en prendre conscience, ça permet déjà de prendre une forme de distance par rapport à ça. Deuxième chose, une fois qu'on a pris conscience, et pour en prendre conscience, des fois, c'est papier stylo. Genre, il y a toujours la même chose. Vous marquez sur un papier et pas sur votre téléphone avec un stylo. Voilà ce qui me stresse, de façon quotidienne. Voilà. Je sens que c'est un truc que c'est important pour moi. Bon. Deuxième chose, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous avez essayé de changer un truc. Peut-être pas les 3, mais un truc déjà. Simplement, le même petit pas de côté dont je parlais tout à l'heure avec l'open space. Même chose. Alors ça veut dire quoi très concrètement? Par exemple, c'est de prendre tous les jours les transports en commun qui vous stressent. D'accord? Vous arrivez, vous êtes déjà fatigué au boulot. Vous regardez si peut-être pas un jour sur 2, vous pouvez pas faire différemment, quoi. À pied, en vélo, ou alors une partie du trajet que vous avez l'habitude de faire en transport en commun, de le faire autrement. Et en plus, ça fait de l'exercice physique et ça fait baisser le stress, l'exercice physique. Bon, c'est un exemple, hein.
Mais déjà, vous agissez sur 1 ou 2 points. Ça, c'est la première chose. Enfin, c'est la deuxième chose après avoir pris conscience. 1, prise de conscience. 2, on agit sur 1 ou 2 points qui vous stressent au quotidien. 3, vous pouvez aussi mettre en place des routines. Une routine, c'est quoi? C'est une habitude que va prendre votre cerveau pour faire baisser le niveau de stress. Parce que comme tu as dû le comprendre, j'ai dit en préambule qu'il n'y a pas de bon et de mauvais stress, il y a juste un niveau de stress. Le problème, c'est quand on est trop stressé, c'est que le niveau est trop important par rapport à ce qu'on vit. Et c'est ça le problème. Donc pour faire baisser cette vague, finalement, qui est trop importante et qui se transforme en tsunami dans notre corps, il y a des routines à avoir. Et ces routines, par exemple, c'est des routines liées à la relaxation, à la méditation, à la cohérence cardiaque. On fait 5 minutes de cohérence cardiaque. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est simple, je ferme les yeux, je respire par le nez, j'inspire, j'expire avec un rythme, très important. Parce que là, sur la cohérence cardiaque, on dit tout et n'importe quoi aussi. Mais globalement, bref, il y a des exercices pour faire baisser le niveau de stress. On peut le faire quand on est stressé, quand on se sent stressé, pour faire immédiatement baisser le niveau de stress. Mais aussi, on peut le faire en plus, régulièrement tous les jours, 5 minutes tous les jours, même si on n'est pas stressé, parce que le cerveau, il va aimer ça, et ça va faire que les prochaines fois où on sera soumis au même stress, aux mêmes sollicitations, il va prendre les choses différemment. Il va beaucoup moins amplifier le résultat du stress. Et ça va être drôle. Des fois, je fais ça avec les sportifs de haut niveau, parce que j'accompagne notamment un sportif de haut niveau, dont certains footballeurs d'équipe de France, parce qu'on est en plein Euro, face à une compétition, ils le font avant. Mais comme ils ont appris l'habitude de le faire régulièrement, ils me disent je suis plus le même. En 2 ans, j'ai complètement changé. Aujourd'hui, j'ai une autre façon de voir, d'appréhender mon stress avant une compétition. Mais ça, c'est par la mise en place de routines régulières, que 5 minutes des fois dans la journée, si on n'a pas besoin de plus. Si vous avez plus, c'est mieux, mais 5 minutes déjà, 5 minutes tous les jours. Un exercice de méditation, un exercice de relaxation, de respiration, ce que j'explique dans le livre, et je donne des exercices, les gens peuvent suivre les exercices là, parce que dans le livre, il y a des QR codes. Donc les gens peuvent même avoir des vidéos, je les accompagne. Bref, le fait est, c'est qu'avec une routine quotidienne comme ça qui dure que 5 minutes, on peut changer la façon dont on perçoit les choses et dont on va réagir par rapport au stress quotidien. En plus de l'adaptation que l'on peut avoir quotidiennement de ces sources de stress-là. Et ça, c'est vrai à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle des entreprises, parce que du coup, il y a quand même une corrélation forte entre la performance, le fait de mémoriser, la performance au sens large, et notre niveau de détente, de stress. Il y a une corrélation forte, en fin de compte. Exactement. Et ça, on pose la même question à un sportif de haut niveau, et il répond, bien sûr. Il faut que je sois au top pour donner le meilleur de moi-même dans une compétition. Il faut que j'ai le bon niveau de stress, pas trop bas, pas trop haut. Mais dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Si vous êtes trop stressé lors d'une présentation que vous allez faire, par exemple, un comité de direction, avec une projection avec pas mal de gens dans la salle, vous allez bafouiller, vous allez oublier des choses, ça va vous sembler brouillon. Si vous n'avez strictement rien à faire, ça va se voir et ça va être tout mou. Donc, il faut trouver le bon niveau de stress, le bon niveau qui vous permet de mobiliser toutes vos ressources sans vous paralyser. Et ça s'apprend. Et la performance, contrairement à ce qu'on peut penser, souvent on associe performance avec le fait d'être sous pression tout le temps, mais c'est complètement faux en fait. C'est archi faux. Lorsqu'on est sous pression, on n'est pas performant justement. Lorsqu'on a le bon niveau de stress, c'est là où on est performant. Et souvent, d'ailleurs, paradoxalement, les sportifs de haut niveau disent: moi, lorsque j'ai battu un record du monde, un record olympique, j'ai gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Je parle des Jeux Olympiques parce qu'on y est bientôt. Mais typiquement, parce que j'entraîne aussi certains sportifs pour les Jeux à Paris, mais ils disent: mais lorsque j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai fait ce record-là, j'avais l'impression d'avoir des ailes et que tout était simple. J'ai pas l'impression de forcer. On appelle ça d'ailleurs un état particulier, c'est le flow. C'est un état particulier chez le sportif, mais qui n'est pas uniquement chez le sportif. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement inconscient qui met tout en œuvre pour vous donner toutes les ressources dont vous avez besoin pour y arriver. Et c'est cette sensation, l'impression de voler ou de faire les choses de façon simple. Et ben c'est ça la performance en fait. La vraie performance, c'est ça. La performance, c'est pas transpirer, suer, sentir sous pression, écraser en disant je vais donner le meilleur de moi-même, mais je vais aller jusqu'au bout pour m'épuiser et puis faire un burn-out. C'est pas ça la performance. Oui, ça, on en prend conscience de plus en plus. C'est pour ça que les entreprises mettent des choses en place, essaient de stimuler même les émotions positives chez les collaborateurs, parce que elles sentent bien que l'épuisement et le burn-out, c'est contre-productif en fait.
Totalement. Alors c'est non seulement contre-productif. Délétère même, ouais, en plus. Et c'est même délétère. C'est-à-dire que c'est une maladie. Et ça a des conséquences qui sont énormes. Le burn-out, c'est le cerveau qui fait sauter tous les fusibles. Hein, et qui dit, aujourd'hui, tu te lèves plus. Hein, tu restes au lit, terminé, là. Tu te lèves plus, t'as plus la force de te lever. C'est fini, là, je te protège. Je te protège parce qu'après, il y a la mort. C'est ça, hein, le burn-out. On se l'imagine pas tant qu'on l'a pas vécu, je pense, effectivement, de ce que c'est vraiment qu'un burn-out. Alors, je le dis pour l'avoir vécu, et je le donne dans le livre, mais c'est ça. On se lève plus, oui, on est complètement léthargique. Ouais. Voilà, c'est le cerveau qui déconnecte complet. Voilà. Super. Conclusion, Ludovic, on a tout intérêt à prendre soin de notre cerveau pour qu'il prenne soin de nous. D'ailleurs, c'est ce que tu dis, faites du bien à votre cerveau, il vous le rendra. Je pense que c'est la bonne conclusion. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour finir cet échange ? Cette période où on arrive bientôt en vacances, et en cette période qui est, alors je dis compliquée et sans aucun positionnement politique, je veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a trop de brouhaha là-dedans. Ce que je dis simplement dans le fonctionnement du cerveau, c'est que il faut savoir que ça amène de l'anxiété, ça c'est sûr, que ça amène du stress, de la peur. D'ailleurs, le communautarisme, ça a été démontré par les neuroscientifiques, ça amène de l'expression de la violence dans le cerveau aussi, même si elle est pas exprimée extérieurement. Des fois, malheureusement, elle exprime aussi extérieurement, mais on est dans une phase où on arrive à la fois en vacances et à la fois dans une phase où les gens peuvent être épuisés, stressés, anxieux. Et bien, les vacances, c'est le moment pour faire un petit pas de côté en apprenant comment fonctionne son cerveau, simplement, en faisant des petites choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire lorsqu'on travaille. Je donne des exemples, par exemple, sur l'alimentation, même au petit déjeuner, et ainsi de suite, pour donner de nouvelles habitudes à son cerveau, pour pas qu'il bug, pendant les vacances, des petits riens, pour donner ensuite au cerveau l'envie de continuer lorsqu'on rattaque à travailler, pour que finalement ce cercle vicieux, on l'arrête, et cette transformation du cercle vicieux au cercle vertueux se fasse pendant les vacances, parce qu'on a ce luxe, pendant les vacances, d'avoir du temps. Et que on peut faire les choses un peu différemment, et c'est pour se faire du bien. Se faire du bien pour ensuite que ce soit pérenne, ensuite dans le temps. Donc voilà, le conseil que je peux donner, c'est faites-vous du bien pendant ces vacances-là. Quelle que soit la durée de vos vacances, parce que les vacances sont de plus en plus petites, mais du bien, c'est être capable de se déconnecter. Du bien, c'est être capable de bien dormir. Du bien, c'est être capable de bien s'alimenter. Du bien, c'est aussi être capable de se dire, qu'est-ce qui cloche dans ma vie au quotidien? Petit papier, petit stylo. Et d'en prendre conscience. Et ensuite, mettre en place des petites choses pendant ces vacances-là et voir quel effet ça a. Pour se faire du bien, tout simplement. Et avoir envie de garder ce bien-là en soi pour quand on rentre, on rattaque à travailler. Et ça, votre cerveau vous aidera. Parce qu'il sait garder les choses qui font du bien. Donc, au bord de la mer, le livre de Ludovic, une feuille, un stylo, et on sera bien. Ou à la montagne. Merci infiniment, Ludovic, pour ton temps et puis pour tous ces partages très instructifs. Merci, bonnes vacances à tous les auditeurs et les auditrices. Alors. Merci. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.